Donc bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau webinaire de l'école Grey Scott. Donc là, on va parler de Fortran sur GPU aujourd'hui. Donc pour rappel, c'est une école qui aura lieu du 1er au 12 juillet 2024. On va parler d'architecture CPU, GPU, de précision de calcul, de profilage mémoire, de profilage des calculs. On va faire du C++, du Rust, du Fortran, du Python. On va parler de SQL, de CUDA, de F, de NVC++, de NV Fortran, d'OpenACC, de QNumérique, de Leggett, de TensorFlow, de DPC++, enfin de plein de choses, de JAX et autres petites choses comme PyTorch et compagnie. Il y aura trois modalités d'inscription. Au LAP à Annecy. Alors, bon, il doit rester à peu près deux places. Donc, si vous voulez vraiment venir, ben, inscrivez-vous tout de suite pendant le webinaire parce qu'autrement, potentiellement, il y aura plus de place. Et il y a peut-être déjà plus de place. En fait, j'ai pas revérifié depuis hier. Une autre méthode en distanciel, mais sur des sites satellites. Donc l'idée, c'est que vous ayez des sites satellites à peu près proches de chez vous, des centres de calcul qui peuvent vous fournir un peu de puissance de calcul ou au moins suivre l'école ensemble. Et la dernière méthode, c'est en distanciel à la carte avec un streaming sur YouTube. Donc si vous voulez suivre vraiment que des sessions en particulier. Mais là, vous n'aurez pas forcément les moyens de calcul que vont vous mettre à disposition les sites satellites en termes de GPU surtout ou de Nonuma ou de choses comme ça. Et en termes de sites satellites, je crois qu'on est toujours à 10 normalement. Si... On est à 11 et 2 en discussion. Ah, tout augmente. Bon, bah Ça 11 du coup, augmente. voilà. 11 sites satellites, donc un de plus que la dernière fois, c'est bien. Et donc sur ce, bah, je donne la parole à Vincent et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Bonjour, donc voilà, deuxième volet de cette présentation Fortran moderne. Est-ce que Fortran va être à la hauteur de sa réputation de traducteur de formules et va débarrasser nos esprits scientifiques et dédiés au calcul des basses tâches de gestion de la mémoire, obtention de paquets de travailleurs, de threads, de, de gangs, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un langage à qui on dise calcule et débrouille-toi? Bon, alors, c'est bien gentil comme programme, mais vous doutez que ça va pas être si facile que ça. Et l'exercice d'aujourd'hui, c'est de trouver un autre exemple que celui que vous verrez pendant l'école, la réaction de Grey Scott, dont on sait déjà que ça marche bien, ça s'est très bien auto-parallélisé et auto-GPUifié et auto-vectorisé aussi tant qu'on y était, grâce au compilateur NV Fortran notamment. Et donc aujourd'hui, ça va être un petit peu splendeur et misère de l'auto-parallélisation parce que même si on a un très bon langage, on est quand même tributaire de compilateurs qui essuient les plâtres, hein, qui essaient de nouvelles choses. Donc, alors, comme je vous l'ai présenté la dernière fois, en Fortran contemporain, on peut parfaitement avoir de l'orienté objet et ça ne dépaysera pas les amateurs de C++ si je leur présente un module qui contient un type et ce type qui contient des méthodes, dont un destructeur. Et pour le constructeur, vous donnez juste une interface qui porte le nom du type à une fonction qui est appelée constructeur par exemple, et vous obtenez ainsi le mode d'emploi d'une classe en Fortran comme si on était en C++. Bon, c'est plus verbeux, c'est une verbosité différente. Et vos méthodes, vous pouvez aussi les déclarer pures. Donc, non seulement on est objet, mais on a un minimum de fonctionnalité. Et l'objet sur lequel la méthode s'applique, si vous voulez utiliser la représentation objet.méthode, donc en Fortran, c'est objet pour cent méthode. Désolé, c'est comme ça. Eh ben, au lieu d'avoir type test pour votre argument, vous avez class test. OK, donc on a un langage tout à fait moderne et on va s'en servir et comme on a dit qu'on ne le faisait pas avec Grey Scott, hein, sur un vieux programme qui date de 95-94. Vous reconnaîtrez quelqu'un dans les auteurs de l'article, et qui a servi de base sur
pour l'école de 2016 de l'IN2P3 sur le parallélisme sur le matériel hétérogène. Donc, le sujet de ce programme, c'est de calculer la section efficace dans un collisionneur, un vieux, le LEP, celui qui était à Genève jusqu'à 2002, celui qui était au CERN jusqu'à 2002, et dans lequel tout se passait à l'énergie qui correspond au pic du Z0, et on avait de la physique tout à fait classique, comme par exemple ici, vous produisez 3 photons dans l'annihilation d'un électron et d'un positron. Structurellement, ils vont être dans le même plan, parce que la quantité de mouvement total est conservée. Et est-ce qu'on peut observer dans ces 3 photons des différences par rapport à la simple électrodynamique et observer de la nouvelle physique? Donc le calcul, sans rentrer dans les détails, c'est un calcul de section efficace, tout ce qui est de plus classique. On somme tous les éléments de matrice carrés sur l'espace des phases, c'est-à-dire l'espace des quantités de mouvement qui sont conservées et qui, pour des particules qui sont toutes sur couche de masse, qui sont toutes des particules réelles et pas des particules virtuelles. Donc, on voit qu'il y a 2 problèmes. Le premier, c'est de calculer l'élément de matrice de transition, le module d'un nombre complexe. Voilà. Il y a des calculs de graphe de Feynman comme ceux qui sont indiqués ici. Et puis après, le deuxième problème, c'est d'intégrer sur l'espace des configurations, également connu sous le nom d'espace des phases. Donc, intégration numérique, multidimensionnelle, on va partir sur du Monte Carlo, sans raffinement adaptatif. On va générer un nombre avec un événement, c'est-à-dire un ensemble de quadri-impulsions P1, P2, P3. Alors, conventionnellement, on a appris que l'indice 1, c'est pour le photon le plus énergétique et l'indice 3 pour le moins énergétique. Donc, on prend un très vieux programme, RAMBO, Random Momenta Booster, ou Random Momenta Beautifully Organized, j'ai trouvé les 2 noms. On génère un événement, on voit s'il passe les coupures, parce que expérimentalement, on ne pourra pas distinguer en dessous d'une certaine énergie. On calcule à partir des modèles théoriques, d'une part, le modèle standard pour l'électrodynamique qui marche très bien, puis d'autre part, une petite modélisation d'une théorie au-delà du modèle standard pour la composante anormale. Donc là, c'est là où il y a de la science. On ne va pas en parler trop aujourd'hui. Après, on pondère l'élément de matrice par le poids d'espace des phases et on accumule et on recommence. Et donc, ces itérations sont indépendantes. Donc, on est dans le cas où le Monte Carlo est délicieusement parallélisable. Ce que les anglo-saxons expriment par embarrassingly parallèle, mais je vois vraiment pas où il faudrait se gêner. Il n'y a rien d'embarrassant à ça. Donc, désolé pour l'archéo Fortran. Ici, vous voyez la boucle principale du programme qui génère les mouvements avec Rambo, qui pondère le poids qui est calculé par Rambo, qui trie les différents quadri-impulsions par leur énergie. Et puis, il y a beaucoup de sauces dans cette routine de précalculation. Si on passe tous les cuts, eh ben, on calcule l'élément de matrice pour l'énergie totale de l'événement. Et après, on accumule pour toutes les configurations d'hélicité le résultat. Bon, les noms sont surprenants, c'est pas très parlant, mais à la limite, ça se comprend. Donc, cette première version avait été OpenMPifiée avec succès. Vous reconnaissez la même boucle avec, de part et d'autre, les directives parallèles, OpenMP, où on est obligé de dire que, voilà, dans chaque thread, on va copier les différents commons qui sont en gros des structs pour ceux qui parlent C dont on a besoin, et on va procéder à une réduction sur les variables statistiques qui sont sigma, la section efficace, sa variance, le nombre total d'événements, et puis le tableau SPM2 qui accumule plus de détails et la variance équivalente. Et donc, quand vous le faites tourner sur un processeur moderne à 8 cœurs physiques, vous observez que la durée CPU par cœur est relativement indépendante du nombre de cœurs qui sont sollicités. Et par contre, la durée
sur l'horloge diminue en fonction du nombre de threads qui sont affiliés à la tâche. Et puis quand on commence à dépasser le nombre de cœurs, eh ben, voilà, en fait, on a des pertes d'efficacité associées au changement de contexte et au fait qu'il n'y a que 24 heures par jour, hein, on ne peut pas faire autrement. Donc, maintenant, on va écrire ça en Fortran moderne. Et dans un premier temps, on voit la notation objet de Fortran, on appelle la méthode Rambo pour un événement, et puis pareil, on pondère. Mais là, suite à une petite compétition avec Adrien, on a optimisé les cuts. On a fait un premier cut sur l'énergie avant éventuellement de trier la suite. Et puis, si on passe les cuts en énergie, on trie, on calcule les produits spinoriels, les produits scalaires à partir des produits spinoriels, les angles à partir de l'événement, c'est-à-dire les énergies souvent, et les produits scalaires. Et si on passe un deuxième niveau de cut, alors on calcule les résultats et on les accumule dans l'objet résultats finaux. Bon, et puis cette probabilité qui reste le seul calcul sanguinolent laissé en vrac au milieu de la boucle, et on accumule toutes les statistiques associées. Donc, bon, on reste sur un algorithme relativement clair. Et il y a eu aussi, à l'issue de l'école de 2016, un petit effort de renommage pour que ce soit un peu moins, qu'on sente un peu moins l'influence de Fortran 77 avec ses 72 caractères par ligne, et encore 66 caractères par ligne. Donc voilà à quoi ressemble le Word Cloud. Il reste des choses à améliorer, mais c'est un peu mieux qu'avant. Bon, donc en principe, ça se parallélise tout seul, sauf que ce qu'on avait fait pour la version 1900, Fortran 77, c'était déjà une amélioration par rapport à la version 1996, la version 2016 par rapport à la version 1996. En l'occurrence, si vous voulez paralléliser cette boucle, il y a une réduction. Donc, je vous ramène sur la boucle. Il y a une réduction à la fin, à partir de la deuxième moitié de la boucle, mais surtout, ce qui se passe dans Rambo, c'est bien dissimulé, mais si on continue à l'exprimer comme ça, en fait, Rambo n'est pas une fonction pure, parce que vous avez à l'intérieur un générateur aléatoire qui dépend lui-même d'un état, donc qui n'est pas une fonction pure, et comment distribuer des séquences aléatoires sur plusieurs threads, ce qui va devenir encore plus criant quand on va vouloir passer sur GPU. Alors, la solution retenue à l'époque, c'était d'avoir pour chaque thread un générateur Mersenne Twister 19937, qui a une longueur de séquence indépendante extrêmement longue, qui a des très bonnes performances. Puis, si vous choisissez des seeds différentes pour chacun de vos threads, vous êtes à peu près tranquille. Vous pouvez même faire des longs sauts dans la séquence avec certaines ruses de calcul associées au fonctionnement de Mersenne Twister. Et donc, vous pouvez être sûr que chacun de vos threads ne va pas se marcher sur les pieds. Vous ne choisissez pas vos séquences au hasard, en fait. Vos séquences sont pseudo-aléatoires, mais si vous choisissez bien vos seeds, les germes des séquences, les choses vont bien se passer pour ne pas se marcher sur les pieds. Et en fait, déjà en 2016, c'était plus la méthode que j'aurais dû employer, parce qu'il est sorti Random 1, 2, 3, et toute une famille de générateurs basés sur des index. Donc, ces générateurs de nombres pseudo-aléatoires, ce sont des fonctions bijectives à qui vous donnez un index sur du int32 ou du int64 et qui vous renvoie un autre int32 ou int64. Vous êtes sûr que c'est bijectif. Vous allez appliquer tout l'espace des int64 vers l'espace des int64 de manière univoque et réciproque. Donc, c'est vachement bien.
Et Random 1, 2, 3, c'est une bibliothèque que vous pouvez trouver donc depuis 2011 et qui est assez bien faite. C'est une bibliothèque header simplement, qui dispose de 3 niveaux d'include. Et il y a un premier niveau qui permet de choisir entre les différents algorithmes, donc notamment 3Fry, mais il y en a 3 autres, et qui permet également de choisir entre différentes tailles d'entiers, 32 et 64 notamment. Vous avez un deuxième niveau d'include qui réalise les algorithmes eux-mêmes et un troisième niveau de sous-include qui utilise les bonnes expressions, enfin les bonnes opérations vectorielles selon votre processeur. Donc, c'est du C qui pique les yeux et qui est assez embêtant à traduire. Heureusement, il y a des gens qui se sont fatigués à faire une version Python pédagogique et en prenant une petite intelligence artificielle et un peu d'huile de coude, voilà la version Fortran de l'algorithme 3Fry, où vous voyez qu'on peut également faire des opérations sur les champs de bits en Fortran. Bon, on n'a pas de unsigned, on n'a que des integers signés, comme ici par exemple. Vous voyez au passage la méthode de fournir un littéral hexadécimal à Fortran. Cette notation en Z, c'est un petit peu l'équivalent du 0x, et puis le int64, c'est un petit peu le cast. Donc les bons compilateurs vont piailler si vous donnez seulement la représentation dite BOZ, parce que vous pouvez donner des constantes hexadécimales avec un Z, mais également binaire avec un B et octal avec un O. Ça fonctionne, vous pouvez le tester, le faire passer à travers les scripts des tests U1 de randomness, d'aléatorité. Et donc maintenant, on a une fonction qui nous permet de calculer à chaque index une valeur. Et donc, on peut distribuer pour chacun de nos threads. Donc, randomvex, c'est la fonction qui va me renvoyer une valeur aléatoire pour l'index que je calcule ici. Donc, j'ai besoin de, en fait, 12 valeurs par événement. Et puis, ici, on va tout de suite jouer avec le l'ANSATS initial. On va essayer de faire que cette boucle soit en fait une boucle de boucle. On va capitaliser sur les expressions tableau en Fortran et toutes les fonctions qui sont utilisées là-dedans, toutes les classes ont été transformées en struct of array et pas des array of struct. Donc en fait, dans la version que vous avez sous les yeux, ça ne se voit pas, mais l'événement, les spinners, les scalaires, les angles et les résultats contiennent à chaque fois vec-size éléments. Et donc, j'ai fait ça pour essayer de voir ce que l'auto-vectorisation allait pouvoir tirer de là. Donc, première chose, je calcule mon vecteur de vec-size fois 12 nombres aléatoires. Alors là, vous voyez un fois 6, mais à chaque fois, ça nous en renvoie un couple de vecteurs de nombres aléatoires, donc pas d'affolement. On fournit ce tableau à Rambo qui génère vec-size événements, et puis on applique les cuts à ces vec-size événements. Donc on a comme résultat un masque booléen qui nous dit quel événement a passé les cuts. Bon, et là, c'est là où c'est pas très élégant, c'est que on va continuer à faire les calculs, même pour ce qui passe pas les cuts. Pareil pour le deuxième cut, on fait la conjonction logique du premier cut et de ceux qui ne passent pas les cuts angulaires. D'abord, vous avez les cuts en énergie, puis les cuts angulaires. Et puis, on calcule les résultats pour tout le monde, on met à jour les résultats, et en fait, comme vous pouvez le voir dans la somme de la probabilité, c'est une somme qui est conditionnée au fait de passer les cuts. Donc, c'est un peu suboptimal, hein. Enfin, c'est même très suboptimal hein, parce qu'on ne bénéficie pas des mêmes économies qu'on avait en non vectoriel. Autre chose qui apparaissait dès la première ligne, c'est que j'ai remplacé ma boucle par du doConcurrent. Et je n'ai pu le faire que parce que maintenant, ma méthode Rambo est pure, vu qu'elle dépend d'un paramètre in qui est lui-même pur,
qui est lui-même issu d'une fonction pure. Mes constructeurs de spinner, de scalaire, d'angles et de résultats sont tous purs. Donc, Fortran dit on peut y aller, on peut exprimer de la concurrence. Comment ça se passe? C'est pas terrible. En fait, vous avez, suivant la taille du vecteur, alors j'ai pris une taille de 0 pour dire avant modification du code, si on garde le programme séquentiel qui a 0,3 microsecondes par événement, et puis maintenant, si vous regardez le programme vectorisé avec une taille de vecteur de 1, de 2, de 4, de 8 jusqu'à 1024, vous voyez que la performance s'améliore jusqu'à tomber en dessous du cas séquentiel quand on a des vecteurs de 8, quand on a des vecteurs de 16, on est en dessous de la performance séquentielle. Enfin, on a une meilleure performance que le séquentiel. Mais en fait, après 512, ça se dégrade, certainement pour des problèmes de cache. Et finalement, on n'a pas les promesses de la vectorisation, même avec GeForce 32 sur une archi AVX 512F. Donc, c'est pas terrible. Alors, malgré le fait que non seulement on utilise de la vectorisation, et aussi il y a un gros potentiel de loop unrolling quand vous avez un vecteur de taille 256 ou 512. Mais, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que tous les calculs sont menés à terme, même ceux qui vont être jetés par les cuts, et au fond de la boucle, il y a une routine qu'on n'a pas regardée, qui fait des calculs avec des nombres complexes, et comme je l'ai mentionné dans le webinaire sur les calculs à virgule flottante, les complexes, c'est une vectorisation symbolique qui va en travers de la vectorisation matérielle. Donc, il faudrait plus de travail pour vraiment bénéficier de cette vectorisation. Bon, heureusement, comme vous le verrez, les calculs de Gray-Scott, eux, permettent beaucoup d'autovectorisation. Et là, pour rester dans le thème de cette école, on a quand même montré qu'on a beaucoup de threads. Franchement, on devrait pouvoir GPUifier ce code, même si il n'est pas terrible en vectorisation. On a vu qu'en termes de parallélisation, il tenait la route si on l'aide avec OpenMP. Et on a exprimé nos threads, vu que maintenant, on a exprimé la concurrence avec des do concurrent. Bon, donc tout ça, ça se compilait très bien avec GFortran. Ça se compile aussi avec eFort, l'ancien compilateur Fortran. Avec IFX, il y a des petits problèmes parce que IFX, c'est du Clang et donc il active certains sanitizers de base. Et bon, il y a encore des choses à régler du côté de IFX. De la même manière, le compilateur Fortran de AMD a un petit peu les mêmes problèmes parce que lui aussi, c'est du Clang. Alors, quand on passe à NV Fortran, est-ce que ça se passe bien? Bon, on a des petits problèmes encore, surtout quand on utilise des expressions qui correspondent pour les C++iens à des espèces de consteval. Vous pouvez remplir un tableau, mais comme il n'a pas constexpérifié les log gamma, alors que c'est le cas dans Intel Fortran et dans GFortran, on se fait jeter assez sauvagement par Intrinsic Not Supported Initialization. Bon, à la limite, dans le cas qui nous intéresse, on a un tableau à 2 composantes, on peut les remplir à la main, et c'est un sujet que j'avais déjà rencontré il y a quelques années dans le programme de capture d'électrons dans des supernovas dont on va parler un petit peu à la fin. Et donc, ce sujet, je l'ai remonté sur le forum NVIDIA et donc c'est à l'étude pour une prochaine version. Mais en fait, le problème ne s'arrête pas là, c'est-à-dire quand on lui demande de procéder à l'autoparallélisation, il tombe sur une internal compiler error dans la routine event et en particulier dans la fonction Rambo. Donc en fait, ça se passe cette ligne-là. Dès l'entrée de la fonction, il a un problème d'erreur interne et là, je suis en train de réaliser
minimum working example pour le remonter sur le forum NVIDIA, parce que c'est quand même un petit peu gênant. Et non seulement ça nous empêche de faire de l'autoparallélisation, mais également quand on essaie d'utiliser l'accélérateur GPU, il coince exactement au même endroit dans Rambo. Donc, je vais vous parler un peu d'OpenACC que j'ai pas encore appliqué sur l'événement à 3 photons, mais comme je vous en ai parlé la dernière fois sur le sujet proposé par le groupe de théorie de l'XIPN, comment se passe la capture d'électrons dans des supernovas, la simulation auquel il voulait procéder aurait pris 1000 ans de CPU. Donc, par une optimisation préalable à la moindre expression de concurrence, j'ai pu gagner un facteur 55, ce qui fait qu'il n'y a plus que pour 20 ans de CPU après accélération. Et là, on peut demander à avoir du matériel. Donc, de la même manière, et je dirais même encore plus que dans le cas du 3 photons, on a lots of threads. Le parallélisme exprimé s'exprime assez bien. Donc, dans la version que j'ai vectorisée en 2016-2018, eh ben, on a des boucles do parce que OpenACC ne se rendait pas compatible avec do concurrent. Et donc, on a des nids de boucles qui génèrent entre 121 et 11 milliards, 121 millions et 11 milliards d'itérations rien qu'avec les 4 boucles internes. Donc, on est au paradis des parallélistes. Et même si la version OpenNP de ce code s'est pas bien passée pour des problèmes analogues à des internal compiler errors, c'est-à-dire le résultat de la compilation segfault sans qu'on puisse trop avoir de contrôle dessus. En fait, avec OpenACC, les choses se sont bien passées, mais comme vous le voyez, même si la structure du nid de boucle reste relativement concise, eh ben, il faut fournir un bon nombre de directives d'accélération, lui dire que les données sont déjà présentes sur le GPU, lui dire quelle partie du nid de boucle on collapse ensemble pour profiter au mieux des threads. Et ça, voilà, ça devrait être testé sans OpenACC pour voir si NV Fortran peut auto-vectoriser, enfin auto-GPUifier ce qu'il GPUifie avec du OpenACC. Donc, en guise de conclusion, c'est un peu décevant d'être arrêté par une erreur interne du compilateur. Les bugs sont remontés ou en cours de remontage vers NVIDIA, mais l'autoparallélisation de Grace Code fonctionne, l'auto-GPUification de Grace Code fonctionne, et l'exploration se poursuit sur le code de capture d'électrons pour les deux aspects du sujet. Voilà. Si vous avez des questions. Et merci Vincent. Je vais aller voir le chat. Ok, bon, il n'y a pas encore de questions. Alors c'est parti. Bah tiens, je vais les faire dans le désordre. Tu râles que NV Fortran il s'en sort pas bien, mais du coup tu as utilisé ACC GPU et pas STDPAR. C'est équivalent Oui, ou pas? Parce que moi j'ai pas vu ça dans la doc euh, quand tu compiles. ok. Parce que nous, Euh, quand on l'avait fait avec Grayscott, on l'avait utilisé un stdpar égale GPU ou stdpar égale multicore et pas ACC égale GPU ou CPU. oui, 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 oui. Écoute, ça, ça se teste. Alors, c'est celui-ci. On fait Après, du direct. il va peut-être pas être content quand même, hein, mais Je, je pense que ça va pas changer grand-chose, mais tant qu'on y est, allons-y. Alors, moins ST départ égale, c'est ça? ouais, égale multicore du coup pour remplacer le ACC CPU ou autopar. Alors, on nettoie. Bon, après, je voulais pas t'embêter que tu le fasses en direct maintenant, hein, mais c'était pour après. Oui, mais pendant que c'est frais. Oui, là, c'est frais. Alors, ok. Eh ben, on envoie la compile. Bon, ok. Pareil. Pareil. Bon, Ouais, bah, au moins, même on erreur. aura essayé. Et, et tant qu'on y est, on fait STD par égale GPU au lieu de multicore. Alors, on renettoie tout bien comme il faut. Et on compile. Pareil. Désolé. Bon, effectivement, c'est ballot vu comme ça. Ouais. Donc, voilà.
on voit que pour des noyaux de calcul pas trop profonds, on a des très beaux résultats. Et je suis navré de venir semer le doute ici, mais Ah, vous verrez pour tous les inscrits à l'école que ça marche tellement bien. On a galéré à faire tourner un truc avec du OpenACC où il faut donner toutes les indications sur qu'est-ce qui est en mémoire, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est en mémoire GPU, qu'est-ce qui est en mémoire CPU. Et alors que voilà, on active moi STD par égale GPU et d'un seul coup ça marche. Grace Code, c'est vraiment du tonnerre de Zeus. Mais bon, voilà, sur des cas un petit peu compliqués. Et puis voilà, probablement faut que j'essaie de faire passer NV Fortran sur la version F77 sans type dérivé avec du Fortran simplissime. Peut-être que ça va mieux se passer. Et voilà, il y a un peu de bricolage à faire. Ensuite, oui, ok. comme il y aura des commons, la pureté risque de souffrir, donc on ne pourra pas avoir d'où concurrent. C'est voilà, c'est un équilibre assez délicat. Comment dire? Pour repréciser, le Do Concurrent existe depuis Fortran 2008. Alors, il porte, et puis il y a son ancêtre, le For All, qui portait la promesse de l'auto-vectorisation, auto-parallélisation et même auto-GPUification, mais pour l'instant, les compilateurs ne sont pas trop mouillés à faire ça. On a un peu d'auto-vectorisation, elle est pas trop mal avec GFortran. Et voilà, c'est des choses qui ont déjà 15 ans dans la norme. Après, dans les compilateurs, ça apparaît au compte-gouttes. Et oui, donc il y a Fortran 2018 qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui lui porte des avancées en termes d'informatique distribuée. Donc c'est ce qui est CoArray. Et bon, c'est un sujet que j'ai pas du tout traité. Et si vous essayez de faire travailler Mistral AI ou ChatGPT et de lui demander de générer de la distribution en coarray, c'est assez nul ce qu'il fait. Il y a pas assez d'exemples sur le web pour qu'il soit formé à ce genre de choses. Donc, non seulement c'est pas facile à faire parce qu'il y a tous les aspects ASR d'avoir un système distribué, plusieurs machines, ou alors plusieurs containers qui vont se partager des process à travers le réseau, mais en plus, on a assez peu d'exemples de bons co-array. Ok. Voilà, toujours pas de questions. J'avais une question aussi sur quand tu parles des cuts, justement, Ouais. tu dis on fait un premier filtre parce que ça permet de pas calculer des choses, et puis après, en fait, on l'enlève parce que c'est pénible pour la vectorisation. Tu as la proportion des particules qui sont coupées Et je me suis par ce reposé la cut? question, j'afficherai ça la prochaine fois. Mais la deux têtes, je ne sais pas. Mais voilà, Mais à la louche. la compète de 2016. Adrien a poussé Rust dans ses derniers retranchements et puis il en a profité pour optimiser l'algo lui-même. Parce que voilà, en 96, je m'étais pas fatigué avec ça et pendant 20 ans, j'ai gardé un truc qui pouvait être optimisé un petit peu. Ok. Ah oui, j'avais une question aussi. 4._PR, ça veut dire quoi? Ah, alors, donc, vous connaissez mon goût pour la précision Oui. et donc dans tous mes programmes Fortran, j'utilise un module, alors j'ai pas le snippet de code ici, qui me permet de génériciser tout mon code. Et donc avec GFortran, ça veut dire que j'ai le choix entre quatre précisions, la simple, la double, la étendue avec 64 bits de mantis, la quadruple avec 128. Alors là, on perd beaucoup et puis ni en étendue ni en quadruple on peut avoir de vectorisation. Mais voilà, mes codes sont systématiquement écrits avec ce paramètre de généricité au début. Et donc, quand vous avez du 4_PR, comme par exemple ici, alors vous avez le point pour lui dire ça va être un type à virgule flottante et underscore PR à telle précision. Mais du coup, c'est laquelle? Alors, en l'occurrence, c'est de la double parce que c'était Ah la oui, tu norme à définis la l'époque. précision à la volée. Ah, mais c'est super comme truc, ça.
Alors, à la volée, à la compilation. Oui, à la compilation, mais du coup, tu le définis une seule fois et Voilà, c'est comme un type def en fait, enfin à tout peu à près. fait. Ah, ok. C'est la généricité minimum qui existe en Fortran depuis Fortran 90. Ok. Et ce que vous avez depuis Fortran 2003, c'est un module ISO Fortran Env qui contient les énums en quelque sorte de précision disponibles dans votre compilateur. Donc comme ça, vous invoquez une fois ce use ISO Fortran Env et vous dites j'ai une constante PR qui va être RIL 32 ou RIL 64 ou RIL 80 ou RIL 128. Et sous NVIDIA, vous avez les RIL 16. Alors RIL 16 C'est est Reel passé 16, dans c'est les pas normes. Reel 2? Alors voilà, donc en très vieux Fortran, on indiquait le kind par le nombre d'octets utilisés. Donc on avait les réels x4 et les réels x8. Et donc les étendus, c'est les réels x10 et les quadruples, c'est les réels x16. Mais ce nombre-là, il porte un nom. 4, hein, c'est réel 32 et 8, c'est réel 64. Ah, ok. Voilà. Et donc, pareil, vous avez la même chose pour les int, vous précisez, comme par exemple ici dans Random Number Generator, et tout ça, c'est dans du int 64, et j'utilise le use ISO Fortran env only int 64. Donc, quand vous utilisez un module pour seulement une valeur, eh ben, vous pouvez, ou seulement un nombre limité des valeurs ou des interfaces qu'il met à votre disposition, vous pouvez le préciser pour limiter votre exposition aux dépendances extérieures. Ok. Bah, je continue, hein. Bien sûr. Euh, ça prend combien de place en mémoire? Tous tes calculs là, comme tu disais que justement tu pouvais avoir des petits problèmes de cache ou des choses comme ça. Alors, faut se dire que Parce que bon, que la version parallèle enfin, que la version vectorisée soit plus rapide que la version séquentielle, c'est bien, mais qu'elle soit pas plus rapide que ça, c'est quand même ballot, quoi. c'est ce qui est d'assez dramatique, c'est que ici, donc pour l'événement, on a 3 quadrivecteurs. Ok, bon, il y en a 2 autres qui sont constants. Donc on a 5 quadrivecteurs, on a 20 nombres qui sont en double précision, on a 40 octets par événement. Et donc si vous avez un vecteur de 512, ça vous fait du 20 kilos. Là, je pense qu'il y a des choses qui se passent au niveau du cache déjà pour la génération d'événements. Ensuite, hein, quand vous passez de l'événement au spinner, alors donc vous avez 4 fois 5 sur 2, 10 nombres complexes, et puis vous avez les conjugués qui sont stockés en mémoire aussi. Donc ça vous fait 20 nombres complexes pour chaque événement. Donc ça vous fait 40 nombres complexes par événement. Voilà, bah oui, on est sur la même taille. Donc vous voyez que ça fait ouais, 160. Ouais, si tu veux tenir en cache, faut pas que t'en mettes trop. Voilà, c'est pour ça. 64, 128, on est un petit peu dans des choses qui sont raisonnables. De 156, pourquoi pas. Mais voilà, au-delà, c'est clair que ça explose le cache. Enfin, le cache là, ouais, déjà, t'es Le plus. cache L1, Ce ouais, qui est un petit bien peu sûr. ballot. Mm. Mais bon, 64, c'est pas trop mal. 64, ça passe. Donc par contre, voilà, au niveau des calculs complexes qui ont lieu dans ce constructeur result type. Là, il faudrait vraiment l'équivalent de la bibliothèque Eve de Joël Falcou, mais en Fortran. Donc, c'est pas demain la veille. Ça Euh, n'existe pas? je pense que avant qu'il y ait le niveau de meta template programming correspondant en Fortran, on sera peut-être en Fortran 2035. Mais après, ça, c'est une autre question que j'avais, justement. T'en as pas beaucoup parlé. En Fortran, il y a un truc qui est super puissant, c'est tous les kernels de calcul qui sont déjà dans le standard. Ah oui, ah, mais merci de me tendre cette excellente perche. Bah justement, parce que d'accord, il n'y a pas Eve, mais tu as quand même un standard qui est ultra fourni de ce point de vue-là, quoi. Donc, Alors, parmi les choses que je dois tester avec les versions récentes de NV Fortran,
et avec des GPU qui aient un peu de mémoire également, mais ça va, on est équipé. C'est par exemple cette expression dans le calcul de section efficace de capture d'électrons. Ici, les yeux avertis reconnaîtront un produit de matrice dissimulé et au lieu d'exprimer ça comme une espèce de somme, on aurait vraiment tout intérêt à faire un matmul. Mais le NV Fortran d'avant 2020, il disait, ah ben non, ça je sais pas faire. Parce que du coup, ma deuxième question, c'est que une des grosses annonces qu'NVIDIA a fait en 2020, quand ils ont lancé NV Fortran, c'était de dire tous les kernels tournent sur GPU. Ouais, Alors presque. après, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que déjà en C++, c'est pas tout à fait vrai, mais il y en a peut-être, bah, Matmul, normalement, c'est obligatoire. Ben oui, sans ça, à quoi bon? Alors, il y a plusieurs aspects en fait. Je dois reconnaître que quand j'avais fait les tests hein, en 2018-2019, j'avais aussi un GPU qui était limité à de la compute capabilité 3.5, ce qui est nul, ce qui est Ah oui, nul. non, ça marche pas, ça faut du Voilà. 6. Donc, bon, et puis après, je suis tombé sur les problèmes que j'ai évoqués la dernière fois, où c'est bien beau de lui dire que on a, on a la bonne compute capability, on a le GPU qui va bien, mais quand on est obligé de partager avec d'autres utilisateurs des containers Singularity et que le compilateur veut bien compiler sous CC7, mais le code ne veut bien s'exécuter que sous SLC6, c'est un peu usant. Bon, là, il y a un problème de fond, manifestement. Ouais. Alors, il y a une question de Lionel dans le chat. Où trouve-t-on la version Fortran de Random 1, 2, 3? Ben, je vais essayer de la mettre sur un GitHub parce que voilà, je l'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé une version Python et je l'ai traduite en Fortran, Ah, mais c'est je l'ai la pas encore. tienne? C'est la mienne. Ok, bah, Mais voilà, j'hésite un peu à la partager parce que j'ai pas encore retrouvé les mêmes résultats. Alors, je sais pas si c'est du byte order. J'ai pas retrouvé les mêmes résultats que la version C. C'est ça qui m'enquiquine. J'ai ouais, mais trouvé. ça, on peut regarder ça, il y a pas de Voilà. problème. Voilà. Donc, je vous la donnerai, mais à prendre avec des pincettes. Ok, c'est bon à savoir. Alors, ensuite, ce que j'aimerais en faire, c'est aussi une version élémentale. Donc, vous sentez qu'il y a des choses qui n'existent pas en Python qui ont glissé dans cette traduction, ni en, enfin, oui, ça peut exister avec des pragmas en C. Donc, j'ai défini mes fonctions pures parce que elles ont le bon goût de l'être hein, dans ce module 3try. Et donc, la suite logique, quand on a une fonction pure, c'est d'en faire en Fortran une fonction dite élémentale, c'est-à-dire automappante. Alors, comme elle est pure, est-ce que c'est bien nécessaire d'écrire explicitement le for all ou le do concurrent correspondant quand on veut l'appliquer à un tableau? Ben non, on applique la fonction élémentale directement au tableau, même si on l'a défini que pour un scalaire. Donc ça, c'est vraiment très satisfaisant en termes d'abstraction. Alors, oui, pour la question de Lionel, on peut appeler la bibliothèque C Fortran 1.2.3 par l'interface Fortran C. Donc, c'est une solution. Mais là, comme je voulais le GPUifier, je me suis dit, OK, il faut donner les moyens au compilateur d'avoir tout dans le même langage. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque. Il y a peut-être moyen, peut-être pour l'auto-parallélisation, de simplement se contenter de l'appel à la bibliothèque C. Tout à fait d'accord. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant de génération de nombres aléatoires, pour la partie GPU, tu t'as essayé de jouer avec Curand? Alors voilà, donc là, il y a... Bah tiens, bah j'ai pré-shot la question de Dimitri. Voilà, c'est à une seconde, voilà. Non, non, effectivement, Curand a une implémentation de Random 1, 2, 3 et c'est quelque chose que j'ai pas encore fait en Fortran. Ça me démange depuis un moment parce que, notamment, je voulais bypasser l'impossibilité, la difficulté d'avoir de se référer au noyau Matrix, Matmul, Matrix Product, dans OpenSCC en appelant directement Cublas. Mais Oui, voilà, c'est une méthode, ouais, ça marche. euh, je j'ai pas réussi
à faire ça depuis. Je suis à l'écoute de tous les conseils en Mais la après, matière. après, du coup, si tu fais ça, effectivement, il va falloir que tu rejoues avec toutes les tailles de vecteurs et de matrices pour que ton matmul il soit efficace sur CPU et sur GPU. Ça sera pas la même taille. Enfin, Ouais, après, faut ouais, jouer ouais. avec, quoi. Ouais, C'est, t'as un code de feignant, mais par contre, après, il faut travailler pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme paramètre pour que ça soit efficace. Mais par contre, tu as un code de feignant qui, normalement, déchire à peu près dans tous les cas quand on fait attention. Ça, c'est bien. Mm. Il n'y a plus de questions. Donc voilà, juste pour conclure sur cet aspect de faire une version élémentale de tout ça, en fait, ici, cet algorithme 3Fry nous renvoie des tableaux de 2 entiers 64. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en fait un entier 128. Est-ce que alors ça va pas être supporté par tous les compilateurs? GFortran devrait le prendre, mais les autres non. Et donc, quand vous voulez passer d'une fonction pure à une fonction élémentale, il faut vraiment que vous ayez des arguments, que ce soit en entrée ou en sortie, qui soient scalaires. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est d'encapsuler des tableaux dans un type. Mais c'est nul, quoi. Et là, on peut faire de l'élémental. Est-ce qu'on ne paye pas ça à un moment ou à un autre? Bon, pour l'instant, je suis juste en train de faire les tests de base, les tests de fonctionnement, de correspondance, de validité de la randomness qui sort de là. On verra pour la performance après. Ok. Bah, en parlant de compilateur, tu as joué un peu avec Flang? Oui, 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 parce qu'en fait, le compilateur de AMD, donc vous avez un paquet gratos disponible sur le site, c'est du Flang. Ok. Et donc, on a un petit peu les mêmes problèmes qu'avec IFX. Mais si vous installez OneAPI, en fait, même si leur nouveau compilateur est à la Flang, ils ont gardé, il est bien planqué, mais ils ont gardé iFort, leur ancien compilateur. Donc, c'est intéressant de faire les comparaisons entre les deux. Bon, alors après, par contre, ça vous explose l'espace des configurations de test parce que j'ai Fortran, NV Fortran, iFort, IFX et le compilateur Flang. Voilà, ça commence à faire plein de trucs à gérer en même temps. Oui, c'est sûr que si tu peux rester sur le standard au maximum, c'est toujours mieux. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah pour finir sur une blague d'Adrien, est-ce que ton destructeur dans tes modules, tu peux l'appeler Gozer ou pas? Mais pas de Voilà. problème. euh, Pas de problème. Ici, vous faites une subroutine Gozer et vous appelez contain final Gozer. Donc oui, c'est pas comme en C++, tu es obligé d'avoir le même nom. Tu peux l'appeler comme tu veux, en fait. Voilà. Donc si tu veux l'appeler Gozer, ça marche. Ouais. Donc cette blague est possible en Fortran et on peut pas la faire en C++. Voilà. C'est un argument. Juste. Honnêtement, j'ai utilisé pas mal de constructeurs en Fortran, surtout, vous avez vu la structure que ça donne au code. On a à la fois de l'objet et puis une espèce de pipeline fonctionnel au sein de la boucle. L'event qui donne un spinner, qui donne un scalaire, qui donne des angles. Voilà, tout ça, c'est un pipeline, mais j'ai jamais utilisé de destructeur en Fortran. Mais faites-vous plaisir. Ok. Et puis, allez, une petite dernière pour la route. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Là, du coup, quand tu compiles pour GPU, pour que le NV Fortran soit content, il faut que tout soit alloué de manière dynamique. Donc, ça veut dire que tous les anciens codes qui font beaucoup de statique, il faut absolument qu'ils soient mis à jour, autrement, ça ne fonctionne pas. Comment dire? Alors, les types euh, qui ont fait les classes de ce code, pour l'instant, elles portent encore les traces des commons particulièrement statiques. Mais oui, effectivement, avec OpenACC, tout avait été défini en dynamique. Alors peut-être c'est ça le problème dans le derived type qui est mentionné. Ok, Bah, en C++, quand j'ai une erreur, il me dit que c'est un pointeur qu'il connaît pas. Enfin,
Il me dit, alors c'est pas un valid pointer, c'est un truc du genre unreachable pointer. Enfin, c'est une erreur bizarre, mais il te parle de pointeur. Après, en Fortran, du coup, comme c'est pas tout à fait les mêmes mécaniques, je sais pas si l'erreur est différente. Non, mais ok. Mais a priori, si tu veux faire de la GPUification de feignant avec NVL Ouais, Fortran, il faut que tu vires, enfin comme en C++, a priori, il faut que tu vires toutes les allocations statiques de ton programme, même celles dont tu te fous qu'elles tournent sur le GPU. ouais, ok. C'est parce que justement, le C'est système peut-être a besoin possible. d'avoir un mapping parfait entre CPU et GPU de tous les pointeurs, de tous les tableaux pour être sûr que ça marche. Et pour le coup, moi, je me suis fait bananer pendant une semaine parce que j'avais un tableau statique de feignant que j'utilisais au tout début pour initialiser un truc. Et en fait, ça foirait à cause de ça. Bon, eh ben, Alors que tout le reste était nickel, mais j'avais un tableau bah, c'est genre mon kernel 3 par 3 qui était alloué en statique. Et il m'a dit non. Je dis pardon. ok, très bien. Et tout était foutu en l'air à cause de ça. Bon, Donc ben, ouais, faut faire très attention. Et c'est vrai que l'erreur est pas forcément triviale à comprendre. oui, c'est vrai que quand il nous raconte un truc comme, ouais, merci pour la piste. Mais oui, oui, ça, je me suis fait avoir le coup du mapping parfait. En plus, c'est là, bah non, mais à quel moment je fais une allocation statique? Bah si. Ah bah désolé. Très bien. Bah, je vais profiter qu'il n'y a plus de questions pour te remercier encore, Vincent, pour ce webinaire. Le 16, on aura un webinaire sur de la sorcellerie GPU en Python. Donc voilà, venez nombreux. Puis là, normalement, il n'y a plus les ponts, il n'y a plus les vacances, il n'y a plus tous ces trucs-là. Et bah, merci d'être venu et à la prochaine. À la prochaine.